Alors, rebonjour tout le monde. La dernière fois, on avait entamé un nouveau cours concernant l'architecture J2E et middleware. C'est un cours dans lequel nous avons parlé des choses, d'un certain nombre de choses importantes. Nous avons commencé à introduire ce qu'on appelle le principe de l'inversion de contrôle et de l'injection des dépendances. Et particulièrement, je rappelle juste rapidement que nous avons dit qu'une application se compose de parties. Il y a la partie back-end et la partie front-end. Et que dans les approches logicielles, il y a deux approches. Il y a l'approche ce qu'on appelle monolithique, l'approche microservice. Et puis nous avons parlé des exigences d'un projet informatique, à savoir les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Donc on avait parlé particulièrement dans les exigences techniques, on avait parlé des performances, et nous avons dit que le problème de performance est un réel problème pour les entreprises, notamment le problème de montée en charge, et que la solution de ce problème de montée en charge, c'est quoi? C'est la scalabilité, donc soit verticale, soit horizontale, ou bien les deux. Et puis nous avons parlé également de la maintenance. Quand on développe un projet logiciel, il faut penser également à la maintenance. Et à propos de la maintenance, il faudrait que l'application soit facile à maintenir. Et pour que l'application soit facile à maintenir, elle doit respecter une règle que nous avons expliquée, à savoir l'application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors, pour qu'une application soit fermée à la modification et ouverte à l'extension, nous avons expliqué qu'au moment de la conception, il faudrait penser à utiliser, le couplage faible au lieu du couplage fort. Et donc, le couplage faible, c'est le fait de dépendre des interfaces et non pas des classes. Quand on dépend des interfaces, ça c'est ce qu'on appelle le couplage faible. Et quand on dépend des classes, c'est ce qu'on appelle le couplage fort. Donc on a expliqué globalement les concepts de base à travers quelques exemples d'applications. Mais il reste à faire une démonstration pour montrer réellement comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Mais avant de vous montrer de faire la démo, je vais d'abord terminer cette partie de cours parce qu'il va falloir qu'on introduise d'abord ce que c'est l'inversion de contrôle. On n'en a pas encore parlé. C'est pour cela on va parler d'autres exigences techniques. Donc on a parlé des performances, de la maintenance, mais également il y a la sécurité. Donc la sécurité, c'est une exigence technique qui est réellement bien présente dans les architectures d'entreprise. C'est que quand on développe un projet, à la fin, la sécurité, c'est fondamental parce que si vous développez, quelle que soit la qualité de l'application que vous développez, c'est-à-dire vous pouvez avoir une application qui satisfait bien les exigences fonctionnelles, il peut satisfaire les exigences techniques, elle est performante, elle est facile à maintenir, mais si l'application présente des failles de sécurité, ça remet en cause tout le projet. Donc la sécurité, c'est quelque chose de fondamental pour l'application. Donc ce qui fait la sécurité, il y a des bonnes pratiques. Il faut savoir utiliser les bons frameworks. Il faut savoir utiliser les bonnes techniques. Il faut connaître les failles de sécurité. Alors tout ça, ça fait partie des exigences techniques qui seront réellement présentes dans un projet. Et comme la sécurité, c'est un grand problème, généralement, vous avez besoin d'utiliser des frameworks. Et si vous n'utilisez pas les bons frameworks, si vous ne savez pas utiliser les bonnes techniques, les bons protocoles, généralement, vous allez avoir des failles de sécurité dans l'application. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc, la sécurité, c'est une exigence technique. Vous avez également d'autres exigences techniques, notamment c'est la persistance des données. Alors, ça veut dire quoi la persistance des données? Ça veut dire que, généralement, quelle que soit selon l'application que vous développez, vous aurez toujours besoin d'accéder aux bases de données.
Il y a toujours une base de données dans laquelle vous allez, c'est-à-dire persister les données, ou bien vous allez stocker les données de l'application. Et bien, il dit que donc la même chose. Donc, pour la gestion des données, il y a des bonnes pratiques. C'est-à-dire, il faut utiliser un bon framework qui va permettre de faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Vous allez utiliser des frameworks comme GPA, comme Hibernate, comme Spring Data. Donc, il y a des frameworks, il y a des solutions techniques qu'il faudrait savoir utiliser, parce que si vous n'utilisez pas les bonnes solutions techniques, ben vous risquez de rester planté là-dessus au niveau de l'accès aux données plusieurs jours, alors que normalement, il y a des solutions techniques qu'il faut savoir bien utiliser. Et quand on parle de la persistance des données, on parle également d'un problème qui est très important, c'est la gestion des transactions. Alors, généralement, toutes les applications généralement qu'on développe en entreprise, vous savez, dans une application, vous avez des exigences fonctionnelles. Par exemple, comme l'exemple de la dernière fois, je disais donc, par exemple, un utilisateur pour une application bancaire, par exemple, par exemple, un client peut effectuer un virement bancaire. Donc, vous voyez donc un virement bancaire, c'est un use case. Alors, toutes les opérations métiers fonctionnelles, donc les opérations fonctionnelles, doivent être transactionnelles. Alors, ça veut dire quoi l'idée des transactions? Vous savez qu'un système de gestion de base de données, généralement une application quand il communique avec un système de gestion de base de données, donc, généralement, quand il s'agit d'un système de gestion de base de données relationnelle, ben, vous allez utiliser le langage SQL. Alors, un système de gestion de base de données, quand vous lui dites begin transaction, quand vous lui dites, par exemple, quand vous voulez effectuer une opération, on commence par faire une opération qui est begin transaction. Alors, quand vous dites un système de gestion de base de données begin transaction, et ensuite vous lui donnez des requêtes comme par exemple insert, update, delete, insert, update, delete, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, toutes les opérations que vous lui demandez de faire, elle les fait dans des fichiers temporaires. Donc, les opérations insérer des données, supprimer, et les fichiers, il va les exécuter dans des fichiers temporaire. Et à la fin, il attend la fin, parce que quand vous faites begin transaction, à la fin, vous allez exécuter soit commit, une opération qui s'appelle commit, soit rollback. Rollback. Alors, si vous lui dites commit, ça veut dire valider la transaction. Et que si vous lui dites commit, ça veut dire que toutes les opérations qu'il a effectuées dans les fichiers temporaires, c'est à ce moment-là qu'il va les exécuter dans les transférer vers les vraies tables. Ça, c'est valider une transaction. Parce que dans une transaction, il y a un certain nombre d'étapes. Quand je commence une transaction, il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Il faut d'abord s'assurer que toutes les étapes 1, 2, 3, 4 passent sans problème. Et après, je fais commit. Et quand je fais commit, c'est à ce moment-là que toutes les étapes vont réellement s'exécuter au sein de la base de données. Alors, cette façon de faire va permettre de garantir la cohérence entre les données dans une base de données. Alors, je vous donne juste un exemple qui est très parlant. Regardez, par exemple, si je prends le virement. Alors, techniquement parlant, ça veut dire quoi un virement bancaire? Un virement bancaire, ça veut dire retirer l'argent d'un compte, n'est-ce pas? Et de le verser dans un autre compte. Alors, imaginez que l'opération virement n'est pas transactionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez retirer l'argent du compte. Ça veut dire que vous avez modifié la base de données. Vous avez modifié un compte. Et quand vous allez le verser dans un autre compte, il y a un problème. Il y a un incident, il y a une coupure de courant, il y a un tremblement de terre, je ne sais pas quoi. Vous savez,
C'est ça, c'est qu'on n'est jamais sûr que les choses se déroulent bien. J'ai retiré l'argent d'un compte, mais au moment où je vais verser cet argent dans un autre compte, il y a un problème. Ce qui fait l'application s'arrête. C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que est-ce que vous avez effectué le virement? Non. Mais par contre, vous avez retiré l'argent d'un compte, mais que vous n'avez pas versé dans un autre. Parce que le virement, normalement, ça veut dire quoi? Il y a deux opérations. Un virement, ça veut dire il faut retirer l'argent d'un compte et le transférer vers un autre compte. Donc, ce qui fait que si l'opération de virement ne s'exécute pas au sein d'une transaction, ben le risque que vous allez avoir, c'est ça. C'est que vous risquez, par exemple, au moment du virement, de retirer l'argent, et au moment du versement, s'il y a un problème, l'application s'arrête, il y a un compte qui a été débité, mais l'autre n'est pas crédité. Et ça, c'est le problème. Est-ce que vous voyez le problème? Donc, ce qui fait que généralement, toutes les fonctionnalités métiers de l'application, la fonctionnalité F1, F2, F3, F4, etc., alors toutes les fonctionnalités métiers de l'application doivent être transactionnelles. Alors donc, la gestion des transactions, il faut savoir les utiliser. C'est technique. Donc il vous faut utiliser le bon framework qui permet de gérer les transactions. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les transactions, je vous donne encore un exemple. Vous savez que quand vous passez un examen, n'est-ce pas? Ça vous arrive souvent de passer un examen. Et quand vous passez un examen, vous savez, avant de commencer à écrire sur le propre, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez sur le brouillon. Et bien c'est ça les transactions. Mais pourquoi vous écrivez sur le brouillon? Parce que vous n'êtes pas sûr que tout l'enchaînement de vos opérations sont cohérentes. Donc vous prenez le brouillon, ça veut dire c'est begin transaction. Vous essayez de faire vos étapes. Étape 1, ça passe. Étape 2, ça passe. Étape 4, ça passe. Étape 5, ça passe. Vous êtes sûr que votre démarche elle est bonne. Et après maintenant, qu'est-ce qui reste à faire à la fin? Si vous voyez que tout est bon, vous allez écrire sur le propre. Et quand vous écrivez sur le propre, l'opération c'est commit. Commit. C'est-à-dire c'est à ce moment-là, je transfère donc tout l'enchaînement des étapes vers le propre. Mais si vous voyez que, par exemple, dans votre démarche, il y a quelque chose qui cloche, que vos opérations, l'une des étapes ne marche pas, eh bien, vous allez faire rollback. Rollback, ça veut dire quoi? Vous allez annuler toutes les étapes, vous allez prendre le brouillon, vous allez le jeter, et vous allez prendre un autre brouillon. Alors, si vous travaillez comme ça, qu'est-ce qu'on va garantir? Ben, on va garantir que tout ce que nous avons dans la feuille de l'examen, il est cohérent. C'est-à-dire, vous avez quelque chose de propre. Il n'y avait pas des contradictions, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, en informatique, dans les systèmes d'information, d'une manière générale, nous avons besoin d'utiliser des bases de données. Et quand on utilise des bases de données, nous aurons besoin de faire insert, update, delete, etc. À chaque opération, ça consiste à faire un ensemble d'opérations dans la base de données. Et donc, pour chaque opération métier, il faut garantir que toutes les étapes de l'opération métier passent. Si toutes les étapes passent, on va faire commit. Si l'une des opérations échoue, on va faire rollback, c'est-à-dire tout ou rien. Soit que tout se passe correctement, soit j'annule le tout. C'est clair? Donc, il y a les transactions. Donc, la gestion des transactions, ça fait partie des exigences techniques. Et également, vous avez d'autres... Donc, on peut dire que d'une manière générale, c'est que dans une application, on l'a dit la dernière fois, nous avons dit qu'il y a la partie back-end et la partie front-end. Généralement, parmi les règles qu'il faudrait respecter dans le développement des applications, c'est la séparation de la logique métier de la logique présentation. C'est une règle. On vous dit il ne faut jamais mélanger la logique métier et la logique présentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une application, vous allez avoir la couche présentation. La couche présentation. La couche présentation, c'est la partie de l'application dans laquelle je vais saisir les données et afficher les résultats. C'est la partie user interface.
Et dans la logique présentation, vous pouvez avoir plusieurs versions. Vous pouvez avoir la version web, la version mobile et la version desktop. C'est-à-dire je peux avoir 3 couches présentation. Une version web, une version mobile et une version desktop. Mais la version web, la version mobile et la version desktop, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ce qu'ils ont en commun, c'est la couche métier. Donc, qu'est-ce que la couche métier? La couche métier, c'est la partie dans laquelle on fait les traitements. C'est-à-dire que si vous prenez votre use case, c'est-à-dire les cas d'utilisation, vous allez dire que dans votre application, l'application doit permettre, c'est-à-dire les cas C1, C2, C3. C'est un use case. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la couche métier de votre application, vous allez développer 3 méthodes. La méthode C1, la méthode, une fonction C2, une fonction C3. Ni plus, ni moins. Donc vous voyez, donc la couche métier, ça représente quoi? Ça répond à cette question. C'est les exigences fonctionnelles. Donc les exigences fonctionnelles, c'est-à-dire l'application, je vais la créer pourquoi? Parce qu'il va me permettre de réaliser les tâches T1, T2, T3. Et bien dans la couche métier, il me faut une méthode T1, une méthode T2 et une opération T3. Mais il ne faut jamais mélanger la couche métier et la couche présentation. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Alors, même dans la couche métier, pour exécuter les tâches C1, C2, C3, j'ai besoin d'accéder à la base de données. Et pour accéder à la base de données, vous aurez besoin de faire des opérations insert, update, delete. N'est-ce pas? Eh bien, toutes les opérations d'accès aux données, on va les créer dans une autre couche séparée qu'on appelle la couche DAO. En fait, la couche DAO, c'est la couche dans laquelle on va mettre toutes les opérations d'accès à la base de données. Tout ce qui est insert, update, delete, select, etc. Toutes les opérations-là de gestion des données, elles sont dans une couche technique. Bon, la couche DAO, c'est une couche technique. Pourquoi? Parce que dans la couche DAO, on va voir, il y a des frameworks qui vont nous permettre de faciliter le travail. Parce que si on n'utilise pas des frameworks, on va rester là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc on peut dire que d'une manière générale, que voilà l'architecture d'une application. C'est qu'une application qui respecte les bonnes pratiques, vous allez avoir la couche présentation, vous allez avoir la couche métier et vous allez avoir la couche d'accès aux données, c'est-à-dire la couche DAO. C'est des choses qu'il faut séparer. Alors, l'exemple le virement. Alors, l'exemple du virement, vous avez la partie UI, et la couche présentation, vous avez la couche métier, vous avez la couche DAO. Alors, la couche DAO, elle est liée à la base de données. OK? Alors, l'utilisateur, lui, quand il veut faire un virement, il va saisir les données, la couche présentation, et après, il va valider l'opération. Quand il valide l'opération du virement, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait appel à une opération dans la couche métier qui s'appelle virement. Donc, on a le métier qui est la fonction virement. Donc, l'opération de virement qu'on va appeler dans la couche métier, vous savez, pour faire le virement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le virement? D'abord, il faut d'abord consulter un compte. Parce qu'un virement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous allez transférer l'argent d'un compte vers un autre. Et pour transférer l'argent d'un compte, qu'est-ce que vous allez faire? La première opération, c'est quoi? C'est consulter le compte C1. Il faut d'abord que je consulte. Alors, consulter un compte, c'est-à-dire vous allez faire un select. Vous allez consulter le compte C1. Pourquoi on va le consulter? Parce qu'on va regarder le solde. Voir d'abord, est-ce que le solde est suffisant? Est-ce que le solde est inférieur au montant qu'on va débiter, n'est-ce pas? Donc, je vais consulter le solde. Je consulte un compte. Il y a la première opération. Le virement,
il va vérifier est-ce que le solde du compte est supérieur au montant de l'opération de virement. Si c'est le cas, si le solde du compte est inférieur et supérieur au solde, plutôt au montant de l'opération, c'est des règles métiers du virement. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il va faire? On va retrancher du compte le montant et puis on va faire une opération update. On va mettre à jour le compte C1, c'est-à-dire j'ai mis à jour le compte C1, je fais update. C'est pour le premier. Vous voyez donc, il y a la première, consulter. La deuxième opération, c'est quoi? C'est update. Je mets à jour le compte. La deuxième opération, c'est quoi? La troisième opération, consulter. Je vais consulter le deuxième compte. J'ai le solde. Je vais créditer, je vais ajouter le montant. Et après, je fais l'opération update. Vous voyez donc, je consulte le premier compte, je vais retirer de l'argent, je le mets à jour. Je consulte le deuxième compte, je vais le créditer et je mets à jour. Donc, pour effectuer le virement, vous voyez donc, le virement, c'est une opération métier. Mais pour effectuer l'opération métier, je fais appel à combien d'opérations dans la couche DAO? Alors, c'est 6-4. À la première opération, c'est consulter le premier compte. La deuxième opération, c'est quoi? Mettre à jour un compte. La troisième opération, c'est quoi? Consulter un autre compte. Et la quatrième opération, c'est mettre à jour l'autre compte. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est que dans une opération métier, quand vous exécutez une opération métier, ça consiste à effectuer beaucoup d'opérations dans la couche DAO. Donc, exécuter une opération métier, ça veut dire select, insert, update, delete. Alors ça, c'est pour un cas plus simple. Mais dans la réalité, c'est que maintenant, vous allez faire un virement d'un compte qui existe dans cette banque vers un compte qui existe dans une autre banque. Ça veut dire que le métier, il ne va pas communiquer uniquement avec cette base de données, mais il va communiquer également avec un web service d'une autre banque. Parce qu'il s'agit donc de retirer l'argent d'un compte et de le transférer vers une autre banque. Ce qui fait que l'opération métier, les spécifications fonctionnelles, ça c'est ce qu'on appelle le code métier. Okay? Donc ce qui fait, d'une manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc on peut dire qu'une application, dans l'architecture d'une application qui respecte les bonnes pratiques, il faut séparer la logique présentation de la logique métier et de la logique d'accès aux données. Donc vous allez avoir ces deux couches qui sont séparées. Alors faites attention pour les gens qui développent par exemple avec PHP. Vous savez, quand vous écrivez du PHP, vous écrivez des scripts PHP, vous écrivez dans votre script PHP, vous trouvez du HTML, CSS. Donc HTML, CSS, c'est quelle couche? C'est la couche présentation. Mais quand vous avez du code PHP, le même fichier, fait connect, select, insert, update, delete. C'est quelle couche normalement? C'est quelle couche? C'est la couche DAO. Mais quand vous avez des boucles, for, etc., parce que vous avez besoin de faire des traitements pour faire des vérifications, if, etc., c'est quelle couche? C'est la couche métier. Et bien dans votre script PHP, vous êtes en train de mélanger la logique métier, la logique présentation et la logique DAO. Eh bien, ce genre de code, il finit où? Il finit à la poubelle. Il ne sera jamais accepté, il ne sera jamais admis en entreprise de travailler comme ça. Parce que quand vous mélangez la logique présentation, la logique métier, la logique DAO, non seulement ça va vous prendre beaucoup de temps pour développer l'application, mais surtout, ça va être très difficile d'exploiter des frameworks, ça va être très difficile d'exploiter l'expérience des autres. Et surtout, dans votre application, vous allez avoir une application, vous aurez des failles de sécurité, vous aurez des problèmes de maintenance, vous aurez des problèmes de performance, etc. Ben, du coup, donc, c'est pour cela que quand on conçoit une application, vous êtes en train de faire un master, et quand on fait un master, c'est qu'il faut avoir un esprit d'ingénieur. On ne veut pas uniquement écrire le code pour faire quelque chose qui marche. Je clique, oui ça marche,
mais après-demain, ça ne marche pas. Donc, quand on crée une solution, c'est que c'est une solution qui doit respecter, vous voyez, donc, il doit respecter les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Alors, pour terminer ce slide-là, alors, en plus des exigences fonctionnelles et des exigences techniques, alors dans les exigences techniques, il y en a d'autres. Il y a la journalisation, il y a le cache, tout ça, c'est si vous voulez faire l'audit, parce que dans une application, souvent, quand l'application s'exécute, il faut loguer. Chaque chose que je fais, je dois loguer quelque part, parce qu'à un moment donné, quand il y a une opération d'audit, on va vers les logs, et on va regarder un peu ce qui se passe dans l'application, et quand il y a un bug, il faut regarder les logs, etc. Donc ça veut dire qu'une application, non seulement on va répondre à un besoin fonctionnel, mais la réalité de l'entreprise, c'est qu'il y a des exigences techniques. Alors, en plus de tout cela, il y a encore quelque chose qui vient pour compliquer un peu les choses, c'est il y a le budget. C'est-à-dire, on va vous dire que je veux une application qui répond aux besoins fonctionnels, il doit être performante, il doit être facile à maintenir, il doit être sécurisé, il faut que les opérations soient transactionnelles, il faut séparer les différentes couches de l'application avec une version web, une version mobile et une version desktop. Mais ça ne doit pas coûter cher. Mais c'est ça le problème. C'est que si vous venez vers une entreprise, vous leur dites, moi je suis ingénieur en programmation, je suis bien capable de vous développer une application qui fait tout ça, qui respecte tout ça. Et on va vous dire, ça va prendre combien de temps? Vous leur dites, c'est une grande application, ça va me prendre 3 ans. Si vous lui dites 3 ans, pour l'entreprise, 3 ans, c'est la calculatrice. Chaque jour, c'est combien? Multiplié par 3 ans, divisé par, etc., etc. Il vous dit, votre génie, on n'en a rien à faire avec. C'est hors budget. Est-ce que tu es capable de développer cette application en 6 mois, en 8 mois, en une année? Alors, juste pour vous donner une idée comment le budget est calculé, et ça, pour vous, c'est important. Alors, regardez, je vais vous donner un exemple. Supposons j'ai une application, une entreprise qui va engager 10 ingénieurs, et 10 ingénieurs qui vont travailler sur un projet informatique pendant 300 jours. Maintenant, je veux, en tant que chef d'entreprise, je voudrais calculer le coût de ce logiciel, c'est-à-dire le client final. Si c'est un, par exemple, développement spécifique, le client final, il doit payer combien? Eh bien, pour calculer le coût du logiciel, j'ai besoin de connaître ce qu'on appelle le GH, le jour homme. Alors, dans le domaine de l'ingénierie logicielle, en moyenne, on facture le GH, jour homme, en moyenne à 5000 dirhams. 5000 dirhams. Alors, ça veut dire quoi 5000 dirhams? 5000 dirhams par ingénieur par jour. Alors, peut-être pour vous, ça peut sembler beaucoup. Mais 5000, ça veut dire que chaque ingénieur qui passe un jour dans le projet, l'entreprise va le facturer à 5000 dirhams. Mais pourquoi 5000 dirhams? Parce que dans les 5000 dirhams, il y aura le salaire de l'ingénieur, il y aura les charges sociales, les impôts, il y aura le bénéfice, il y aura le loyer, on va prendre en considération la consommation, les moyens, le transport, les risques, etc., etc. Donc, si vous faites toute cette cuisine-là, eh bien, ça va vous à peu près ça. Donc, vous dites à peu près au moyen 5 milliards. Alors, maintenant, si vous supposez que le GH égale 5000 dirhams, à quoi est égal le coût du logiciel? Alors, faites le calcul. Égale 5000. Il y a combien d'ingénieurs? 10. C'est-à-dire chaque jour, c'est combien? C'est 50 000 dirhams. Ça par jour. Alors maintenant, il y a combien de jours? 300. Alors, 5 fois 3, c'est 15. Il y a combien de zéros? واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة 6 zéros. C'est quoi ça? C'est 15 millions de dirhams. Alors,
il y a des projets comme ça. C'est-à-dire le client final, attention, c'est un développement spécifique. Vous développez un projet pour une administration, là, pour je ne sais pas quoi. Il y a des projets comme ça, il y a des projets plus que ça. Mais après, si le client vous dit 15 millions de dirhams, c'est trop. C'est trop cher. Alors, si c'est trop cher pour le client, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire le coût? Avec le stylo, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire, ben, des ingénieurs, je peux pas me permettre d'embaucher, c'est-à-dire d'engager des ingénieurs dans ce projet. Donc, je vais engager que 2 ingénieurs. Et au lieu de 300 jours, on va développer le projet en 100 jours. On refait le calcul. À quoi est égal le coût? Donc ça va être, c'est toujours 5000. Alors, le GH, je ne vais pas le toucher parce que je ne vais pas toucher le salaire de l'ingénieur. Donc je vais dire que il y a une fourchette pour le salaire de l'ingénieur. Donc 5000 dirhams. Il y a combien d'ingénieurs? Il y en a 2. Cette fois-ci, combien de jours? C'est 100. Et ça va me donner 10. Il y a combien de 0? 6. Donc, plutôt, c'est 5. Voilà. C'est-à-dire, je suis passé à combien? 1 million de dirhams. Vous voyez, donc de 15 millions de dirhams, je suis passé à 1 million de dirhams. Donc, ce qui fait que maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est que comment, avec 2 ingénieurs, en 100 jours, développer un système logiciel qui respecte aussi bien les exigences fonctionnelles que les exigences techniques. Ça, c'est l'équation. Alors, donc, c'est le constat. Oui? Si vous pouvez... Oui. Alors, je voulais demander par rapport aux 3 couches là, DAO, métier, etc. Est-ce que ça correspond au modèle MVC? Ou c'est 2 concepts? Alors, en fait, ça, on va en parler. Non, MVC, c'est un pattern qui concerne que la couche présentation. MVC, donc le pattern, ça concerne que cette couche-là. C'est-à-dire que dans la couche web, il y aura le modèle, il y aura le contrôleur, il y aura les vues. Ça, ça n'a rien à voir avec la couche métier et la couche DAO. Donc, le pattern MVC, ça concerne que la logique présentation. Donc, ça, c'est quelque chose de différent. Et je voulais ajouter Oui. pour les coûts. Là, on prend en compte que les coûts initiaux de développement. Après, il y a aussi des gens, des entreprises qui ont des contraintes de maintenance sur le coût opérationnel. Oui. Oui. Alors, donc, c'est le calcul de GH. Si vous regardez le GH, donc c'est là vous allez mettre tout, y compris le contrat de maintenance. Parce qu'il y a un contrat de maintenance, il y aura, etc., etc. Donc, ce qui fait que si vous faites bien votre calcul, avec ce calcul-là, vous êtes sûr que vous allez payer les salaires des ingénieurs, vous aurez votre bénéfice, vous allez payer les charges, vous allez. Et il y aura un bénéfice, donc vous n'aurez pas de problème. Et il y aura une part de l'argent qui va être réservée pour la maintenance. Mais attention, si vous avez une application qui est ouverte à la modification, tout ce que vous avez gagné, que vous voyez 15 millions de dirhams pour vous, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais si le projet est mal fait, croyez-moi, il y a beaucoup d'entreprises, tout ce qu'ils ont gagné, ils vont le perdre là, la maintenance. Pourquoi? Parce que quand il commence à avoir des bugs, il me faut un ingénieur. Je redis l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois. Vous avez un ingénieur qui va faire que ça. Il y a un salaire pour la maintenance, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose, c'est des choses importantes. Donc en tout cas, maintenant, ce qui m'intéresse dans ça, alors je vous ai donné juste des chiffres pour un peu avoir une approximation, mais si vous voulez un peu les détails, il faut un peu les chercher, c'est-à-dire dans la vraie vie, si vous voulez. Mais ça, c'est quelque chose quand même qui vous donne une idée sur le projet. Alors maintenant, le constat. Le constat, il est très difficile
de développer un système logiciel qui respecte aussi bien les exigences fonctionnelles et les exigences techniques sans utiliser l'expérience des autres. Dans l'ingénierie logicielle, si je ne sais pas comment exploiter l'expérience des autres dans le développement de mon application, ça va être très difficile. Alors ça veut dire quoi? Utiliser l'expérience des autres, c'est-à-dire utiliser les frameworks. Donc quand vous utilisez des frameworks, les bons frameworks dans les bonnes places, c'est que vous savez utiliser l'expérience des autres. Alors, utiliser l'expérience, ça veut dire bâtir l'application sur une architecture d'entreprise. C'est-à-dire, le terme, l'ingénierie logicielle, on utilise le terme bâtir. Vous savez, le terme bâtir, c'est quelque chose qu'on emprunte du génie civil, parce que quand on bâtir, on va bâtir un immeuble, n'est-ce pas? On va construire un immeuble. Ben, vous savez que pour construire un immeuble, c'est la partie la plus difficile. Les fondations, n'est-ce pas? C'est le plus difficile. Mais si on vous dit, ben, on vous appelle, on vous dit, vous allez me construire un immeuble, les fondations sont déjà faites. Eh bien, c'est très simple. N'est-ce pas? Donc, la même chose dans le génie logiciel, c'est construire une application, il faut savoir la construire sur une architecture d'entreprise. Il faut la développer sur la base d'un ensemble de frameworks qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous permettre de faire les choses dans les règles de l'art. Eh bien, parmi les architectures donc, qui sont assez connues, il y a l'architecture J2E. Donc la J2E, c'est une architecture d'entreprise. Donc quand vous utilisez l'architecture J2E, eh bien, l'architecture J2E, elle est basée sur un principe. Il est basé sur un framework qui permet de faire ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. Donc, c'est-à-dire, si vous utilisez l'architecture J2E, c'est que vous allez bâtir l'application sur la base d'un framework qui permet de faire ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. Ajna, ou l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est un pattern qui consiste à permettre aux développeurs de s'occuper uniquement du code métier. C'est-à-dire, il va permettre aux développeurs de s'occuper que d'écrire le code métier, c'est-à-dire les exigences fonctionnelles. Alors que c'est le framework qui va s'occuper du code technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle, ben le framework il va vous dire ben tout ce qui est les exigences techniques, c'est résolu. Pour la sécurité, il y a Spring Security. Pour l'accès aux données, il y a GPA, il y a Hibernate, il y a Spring Data. Pour la gestion des transactions, il y a Spring Transaction. Ça veut dire que toutes les exigences techniques, c'est le framework qui va s'en occuper. Et donc le développeur, lui, il va se concentrer sur le code métier. Parce que pour le code métier, ben, il n'y a pas de framework. Le métier, ça dépend de là où vous travaillez, bien sûr. Alors pour vous donner un exemple, regardez l'exemple suivant. Regardez. Supposons, je veux effectuer un virement. Alors pour effectuer un virement, donc dans la couche métier de votre application, vous allez créer une méthode qui s'appelle virement. Et cette méthode-là, elle va recevoir logiquement 3 paramètres. Donc je nomme les 3 paramètres. Le premier compte, le deuxième compte et le montant de l'opération. Je voudrais virer un montant MT du compte C1 vers le compte C2. Maintenant, si vous voulez écrire le code métier, alors pour écrire le code métier de cette opération, eh bien vous allez écrire 2 lignes. 2 lignes de code. Je nomme les 2 lignes de code. Vous allez retirer le montant MT du compte C1 et vous allez verser le montant MT dans le compte C2. Le code que vous voyez là, c'est le code métier. C'est-à-dire, l'algorithme, c'est très simple ici, c'est l'algorithme c'est-à-dire qui traduit le virement. Parce que si vous allez chez un banquier, vous lui dites c'est quoi un virement, ben, il va vous dire c'est retirer l'argent d'un compte et le verser dans un autre compte. C'est ça le métier. Donc, si vous voulez écrire que le code métier, votre travail est terminé.
Mais le problème, c'est que pour que ce code puisse fonctionner, il nous faut également le code technique. Donc, en plus du code métier, il nous faut le code technique. Par exemple, nous avons dit tout à l'heure que le risque qu'on peut avoir si, par exemple, ce code-là n'est pas transactionnel. Si ce code-là ne se déroule pas au sein d'une transaction, le risque qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est que quand vous lancez le virement, on arrive là, on va retirer l'argent d'un compte, on va passer ici. Quand on va le verser, il y a un problème. S'il y a problème, l'application s'arrête. Résultat, j'ai retiré l'argent d'un compte, mais que je n'ai pas versé dans un autre compte. Pourquoi? Parce que ce code-là n'est pas transactionnel. Donc, si vous voulez résoudre le problème, vous allez dire, il me faut écrire le code qui permet de gérer les transactions. Alors, pour gérer les transactions, vous allez écrire ce code. Vous allez admettre ça parce que c'est quelque chose qu'on va voir. On va créer une transaction. On va faire appel à entityTransaction.getTransaction. Donc, on va créer une transaction. On va faire appel, on va démarrer la transaction avec transaction.begin. Donc, transaction.begin, ça veut dire le brouillon. On va faire try. On va essayer. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer. Maintenant, je suis le brouillon. C'est ça ce qui est intéressant. Tant que je n'ai pas fait commit, tout ce qui est maintenant, tout ce que je vais faire, donc les opérations la base, ça va être fait le brouillon. Donc, je vais essayer de retirer. Je vérifie, etc. Je vais verser. Si ça passe sans problème, maintenant, qu'est-ce qui reste? Commit. Je vais faire appel transaction.commit. Mais s'il y a un problème dans l'une des opérations, vous avez un catch. C'est-à-dire, s'il y a un problème dans retirer ou bien verser, vous avez catch, c'est-à-dire il y a une exception. Et dans l'exception, qu'est-ce qu'on va faire? Transaction.rollback. Alors, regardez bien. Si vous écrivez ça, le code que vous voyez là, c'est le code métier, mais le code que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le code technique. Le code technique que vous voyez là, c'est un code qui permet de gérer les transactions. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'inversion de contrôle, si vous ne savez pas ce que c'est l'inversion de contrôle, vous allez commencer à écrire votre code comme ça. Vous allez commencer à mélanger le code métier et le code technique. C'est-à-dire, vous écrivez le code technique. Ça, c'est pas bon. C'est un mauvais départ. Alors que si vous savez ce que c'est l'inversion de contrôle, voilà ce que vous allez faire. Regardez. Si vous travaillez avec un framework comme Spring, la méthode virement que vous allez faire, vous allez écrire que le code métier. Mais il est où le code de la gestion des transactions? Regardez. Il suffit d'ajouter la notation transactional. Transactional, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de demander à Spring, je voudrais que cette opération soit transactionnelle. Ça veut dire que quand j'appelle la méthode virement, qu'est-ce qu'il fait Spring? Parce que Spring, il va contrôler. Spring, c'est lui qui va créer la transaction. Il va faire begin transaction. Il va faire appel à cette méthode. Donc, il va faire appel à cette méthode. Si la méthode virement génère une exception, qu'est-ce qu'il fait? S'il génère une exception, il fait rollback. S'il ne génère pas d'exception, il fait commit. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir un diagramme comme ça. C'est-à-dire que votre application, l'application utilisateur, par exemple, vous allez avoir ici la méthode virement et vous allez avoir Spring. Spring Transactional. Alors, quand vous allez appeler la méthode virement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à Spring. Vous lui dites, je veux effectuer un virement. Mais Spring, lui, Spring, quand vous lui demandez de faire un virement, lui, il sait que cette opération, elle est transactionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une transaction. Vous voyez, donc il va faire begin. OK? Ensuite, quand il démarre la transaction, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va faire appel à la méthode virement. La méthode virement, il va faire le traitement. Alors, la méthode virement, qu'est-ce qu'il va retourner?
Il va retourner soit un résultat, soit une exception. S'il retourne un résultat, qu'est-ce qu'il fait? Commit. S'il retourne une exception, il fait rollback. Vous voyez donc moi, regardez mon code. Ici, j'écris que le code métier. Mais le code technique, c'est qui le fait? C'est Spring. Donc vous voyez ici, donc, le fait d'utiliser une transaction, c'est donc ici la notation de transaction, ça veut dire que je voudrais que ce code soit transactionnel. Donc, si vous utilisez l'inversion de contrôle, maintenant vous pouvez savoir ce que c'est l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier, alors que le framework va s'occuper des codes techniques. Si vous séparez le code métier et le code technique, vous êtes dans la bonne direction. Si vous mélangez le code métier et le code technique, bienvenue les problèmes. Bienvenue les problèmes. Parce que, regardez, si vous programmez comme ça, c'est que non seulement vous allez écrire le code, les transactions, ben vous allez penser maintenant à la sécurité. Donc vous allez dire ici, si l'utilisateur connecté à le rôle admin, je fais ça, sinon je fais rien. C'était le code de la sécurité ici. Et après, tu vas penser à la base de données. Tu vas dire, je vais établir la connexion vers la base de données pour vérifier, etc. Donc, vous avez ajouté le code de l'accès aux données. Et après, vous voulez, par exemple, faire quelque chose dans le cache. Vous ajoutez un code pour gérer un cache. Vous voulez loguer des informations. Vous allez ajouter le code pour loguer des informations. Et vous allez faire plein de try cache. Donc, au lieu d'écrire 2 lignes de code, vous allez finir par écrire 200 lignes de code. Et le problème, ce n'est pas dans le nombre de lignes de code. Le problème, c'est que si ce code technique est mal écrit, parce que souvent, si on n'est pas un bon professionnel, c'est très difficile d'écrire le bon code technique, parce qu'il faut vraiment savoir faire les bons choix. Si le code technique est mal écrit, vous allez avoir des problèmes de performance, de maintenance, etc., etc., etc. Et quand je vous donne du code à lire, ben, vous allez vous perdre. Vous avez 200 lignes de code à lire. Eh bien, dans toutes les 200 lignes de code, c'est pour cela que je vous dis, faites attention. Quand vous regardez beaucoup de code, ne regardez pas toutes les instructions. Il faut regarder le code utile. N'est-ce pas? Il y a des codes, il y a des instructions techniques, etc., etc. Mais si vous dites, par exemple, si vous savez que tout ça, c'est pour gérer une transaction. Donc, vous dites là, je commence une transaction. Et là, voilà le code métier. Donc, c'est-à-dire, regardez les blocs d'instruction. Donc, si vous avez, quand vous écrivez, vous mélangez le code métier et le code technique, c'est des codes qui vont être très difficiles à lire, très difficiles à maintenir. Et bien, tout simplement, vous allez avoir un problème par la suite dans votre application. Alors, quand on mélange le code métier et le code technique, on dit également que le code métier est pollué par le code technique. C'est de la pollution. Moi, personnellement, c'est ce que j'appelle la programmation orientée pollution. C'est de la pollution. Alors, ceux qui programment comme ça, qui mélangent le code métier et le code technique, vous allez lui dire ça. C'est que, avant les années 2000, alors, vous savez, avant les années 2000, je ne sais pas où est-ce que vous étiez. Je ne sais pas si vous êtes vous étiez conçu ou en cours de conception, je ne sais pas. En tout cas. Vous étiez peut-être une idée dans le ciel. Alors, regardez, avant les années 2000, on ne savait pas comment séparer le code métier et le code technique. Avant les années 2000. C'est-à-dire qu'avant les années 2000, pour programmer, on programmait comme ça. Le code métier mélangé avec... On ne fait que du copier-coller. Pour utiliser le code technique, on va copier-coller-coller. Et le problème, quand vous mélangez le code métier et le code technique, vous allez voir quoi? Vous allez voir que le code technique, il va être répété plusieurs fois dans votre application. Ça, c'est une méthode, virement. Mais dans mon application, il y a 50 méthodes. Eh bien, au début de chaque méthode, vous allez voir avec le code, il y a les transactions. Parce que c'est le même code qui va être
Répétez, copier, coller, copier, coller. Parce que à chaque fois que vous voulez gérer la transaction, copier, coller, copier, coller. Et dès que vous commencez à dupliquer votre code dans l'application, on dit que ce code-là, il est transversal. Donc le code technique, c'est du code transversal. Transversal, ça veut dire quoi? Transversal, ça veut dire que c'est le même code que vous allez trouver partout dans votre application. Dans toutes les couches de l'application, vous allez trouver, dans toutes les méthodes, vous allez trouver ce code. Pire encore, si vous changez de projet, vous passez d'un projet à l'autre, copier-coller. Parce que de toute façon, gérer les transactions, ça on sait le faire depuis très longtemps. C'est des codes techniques, c'est des copier-coller. Donc, le code technique, c'est du code transversal. Il ne faut jamais l'écrire, le mélanger avec le code métier. Donc, si vous utilisez un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle, ben, il va tout simplement, il va vous permettre d'écrire, de vous concentrer sur le code métier, alors que c'est le framework qui va s'occuper du code technique. Par exemple, pour la sécurité, ben, je vais ajouter de la notation encore, security par exemple, quelque chose comme role égale admin. Donc, automatiquement ici, je fais appel à un framework qui s'appelle Spring Security. Bon, c'est-à-dire, je dis à Spring, quand je vais faire ça, vérifie si l'utilisateur qui est authentifié à le rôle admin. Je veux par exemple faire des choses, je vais loguer des choses ou bien par exemple je vais loguer les informations, je peux faire appel à une annotation par exemple log ou des trucs comme ça. Je veux stocker le résultat dans un cache, je vais ajouter une annotation que je vais appeler par exemple cacheable. C'est-à-dire quoi? Regardez. C'est-à-dire quand vous allez développer une application basée sur Spring, vous allez voir que vous allez écrire peu de code. Ou alors qu'il y aura beaucoup d'annotations. Alors chaque annotation que vous utilisez, c'est quoi? C'est des codes techniques. Donc vous n'écrivez pas le code, il faut juste savoir utiliser la bonne annotation. Donc si vous trouvez quelqu'un en train de programmer comme ça, ben vous lui dites, est-ce que tu ne sais pas que depuis 2000, parce qu'après 2000, il y a une approche de programmation qui a été créée qui s'appelle la programmation orientée aspect, AOP, Aspect Oriented Programming, qui a commencé à partir des années 2000. Et l'approche orientée aspect. L'approche orientée aspect, c'est une approche qui consiste à quoi? À séparer le code métier et le code technique. Séparer le code métier et le code technique. Ça veut dire quoi? Le code métier dans une classe, le code de la sécurité dans une classe, le code des transactions dans une classe, le code, on sépare. Et après, quand j'arrive vers le code métier, par exemple, et si je veux utiliser une transaction, ben je fais ce qu'on appelle, je vais greffer. Quand le code technique, je vais le greffer avec le code métier. La notation AD, c'est une façon d'utiliser des codes qui existent dans une classe qui a été créée par Spring qui s'appelle Spring Transactional, etc. Donc, et quand vous faites ce travail-là, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la programmation orientée aspect. Donc, l'inversion de contrôle, elle est basée sur une approche de programmation qui s'appelle la programmation orientée aspect. Et la programmation orientée aspect, c'est un paradigme de programmation qui consiste à séparer le code métier et le code technique. Alors, le premier framework qui a été créé pour faire la programmation orientée aspect s'appelle AspectJ. Ça se passait dans Java. Mais après, les autres langages de programmation ont également suivi avec leur propre framework d'orienté aspect. Alors, si vous travaillez avec Spring, lui, il utilise AspectJ Spring AOP. Donc, chaque framework utilise son propre framework de l'orienté aspect. Donc, la notion de l'orienté aspect, c'est le tissage. Vous savez le khiyat, n'est-ce pas? Le tisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il un morceau ديال le tissu. Voilà, un morceau de tissu. Le tissu, le tissu principal, mais le code métier. N'est-ce pas? Et après, un petit morceau d'un autre tissu, d'accord, qui est
Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tissage, n'est-ce pas? Donc, le code technique, il l'a tissé avec le code métier. Après qu'il y ait un autre code technique, tissé, qu'il y ait le code métier, il va tisser avec du code technique, le code métier. Donc, c'est-à-dire l'application qu'on va voir. C'est l'application, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire avec le tissage? C'est le framework qui fait l'orienté aspect. C'est que dans la réalité, vous avez. Ça veut dire que dans la réalité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le code. Ils sont séparés, n'est-ce pas? Donc les tissus, ils sont séparés. Mais quand je vais construire on va dire que ce soit le costume ou je sais pas quoi, quand je vais le construire, l'application, qu'est-ce que je fais? Je prends et je fais le tissage. Donc c'est au moment de démarrage de l'application que l'opération du tissage va être faite. Mais quand on construit c'est-à-dire ces petits morceaux-là, ben, tout simplement, on les construit de manière séparée. Donc c'est ça à peu près la programmation orientée aspect. Donc c'est-à-dire chaque code, il est séparé. Le code métier dans une classe, le code technique dans différentes classes. Et au moment du démarrage de l'application, je commence à faire le tissage. Regardez, la notation a dit, c'est quoi? C'est du tissage. Parce que je suis en train au moment de l'exécution, je suis en train de tisser, d'injecter du code technique à l'intérieur du code métier. Bon, là c'est un exemple. Donc c'est juste, si jamais on vous pose la question, la programmation orientée aspect, vous n'avez qu'à penser le tailleur ou le tisseur. Donc c'est à peu près ça. Est-ce que c'est clair? Bon, donc moi les concepts de base. Donc je vais résumer. Alors pour résumer, ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, nous avons dit que dans une application... Oui. Et Java maintenant, quel tisseur il utilise maintenant? Alors quand vous dites Java, si vous travaillez Java, c'est-à-dire vous pouvez utiliser n'importe quel tisseur, n'est-ce pas? N'importe c'est-à-dire, si vous travaillez avec Spring, il utilise Spring AOP. Si vous travaillez avec, par exemple, un serveur d'application JBoss, il utilise. Donc, ça dépend du framework que tu utilises. Mais après, dans Java, si tu programmes avec Java, c'est à toi de choisir à un moment donné quel est le framework de tissage que tu vas utiliser. Alors, il y aura, la suite, il y aura un cours qu'on aura l'occasion de travailler, la programmation orientée aspect. Donc, c'est quelque chose, c'est assez important parce que c'est grâce à l'orienté aspect que l'architecture J2E a été créée. Parce que l'architecture J2E, elle est basée sur le principe de l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle. Permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier et après, c'est les frameworks qui vont s'occuper du code technique. Mais l'inversion de contrôle lui-même, il est basé sur un framework qui permet de faire l'orienté aspect. Ça veut dire que l'architecture J2E, il est basée sur la programmation orientée aspect. Donc, en résumé, nous avons dit que ce qu'il faut retenir, comme ça on va passer maintenant à la démo, dans une application, il y a la partie back-end et la partie front-end. Il y a deux approches pour développer les applications. Il y a l'approche monolithique, l'approche microservice. Nous avons dit que dans un projet, il faut satisfaire les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Dans les exigences techniques, nous avons parlé des performances, principalement le problème de montée en charge. Et la solution de la montée en charge, c'est la scalabilité. Et dans la scalabilité, nous avons parlé de la scalabilité verticale et la scalabilité horizontale. Ensuite, nous avons dit dans les exigences techniques, il y a la maintenance. Et dans la maintenance, il faut que l'application soit facile à maintenir. Pour qu'une application soit facile à maintenir, il faut que l'application soit fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et pour qu'une application soit fermée à la modification ouverte à l'extension, il faut utiliser le couplage faible
au lieu du couplage fort. Avant de créer les classes, il faut d'abord créer les interfaces. En plus de la maintenance, nous avons parlé d'autres exigences techniques comme la sécurité, la gestion des transactions et comme quoi d'autre? L'accès aux données. Donc tout ça, c'est des exigences qui sont la persistance des données, c'est des exigences techniques. Et en plus des exigences fonctionnelles et techniques, il y a également les exigences budgétaires ou bien financières. C'est-à-dire, il faut que le coût du logiciel soit raisonnable. Et nous avons dit que pour développer une application qui respecte aussi bien les exigences fonctionnelles et les exigences techniques, et avec un coût qui est raisonnable, la solution, c'est de baser votre application sur un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Il faut baser votre application sur un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Un exemple de framework qui est basé sur l'inversion de contrôle, c'est Spring. Alors Spring, c'est pas pour rien qu'il fait beaucoup de merveilles pour les entreprises, c'est parce que l'esprit de base, le framework, il est basé sur le principe de l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier et le framework va s'occuper du code technique. Et nous avons dit que l'inversion de contrôle, il est lui-même basé sur une approche, un paradigme de programmation qui s'appelle la programmation orientée aspect. La programmation orientée aspect, c'est un paradigme qui consiste à séparer le code métier des autres aspects de l'application, c'est-à-dire, les autres aspects, c'est le code technique. Donc ça, c'est un résumé. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons faire une démo dans laquelle, mais je pense qu'on va la faire après la pause, c'est ça? Parce qu'en fait, la démo, ça va prendre un peu de temps. Donc, juste après la pause, ce qu'on va faire, c'est que nous allons justement voir comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension en utilisant le couplage faible. Donc, on va créer une petite application dans laquelle on aura en fait une couche DAO, une couche métier et une couche présentation. Et dans la couche DA, on va créer une interface d'abord, puis on va créer des implémentations. On va faire ici le couplage faible, voir comment faire le couplage faible. Il y a une interface métier implémentation. Et puis, on va voir comment faire l'injection des dépendances. En utilisant l'instanciation statique, en utilisant l'instanciation dynamique, et surtout, comment faire l'injection des dépendances en utilisant le framework Spring. Parce que notre objectif, c'est de commencer à travailler avec le framework Spring. Mais avant de travailler avec Spring, nous allons commencer d'abord à accorder des petites choses sans framework. Et comme ça va vous permettre de comprendre mieux l'approche orientée objet, c'est-à-dire la programmation orientée objet. Et vous allez comprendre pourquoi les interfaces, pourquoi tout ça. Peut-être on aura l'occasion de voir les tests, comment générer un jar. Il y a des choses un peu techniques sur lesquelles on va travailler. C'est clair? Voilà, donc voilà, on va casser un peu la séance en deux. On va prendre une pause, donc dans 15 minutes, donc on va reprendre la partie démo.